Créé par la loi de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010, modifié par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de janvier 2014, les pôles métropolitains regroupent des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, plus communément appelés EPCI, formant un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont l'un d'entre eux au moins de plus de 100 000 habitants. Les départements ou régions du territoire peuvent également y adhérer. Au sein de l'Assemblée délibérante, la répartition des sièges tient compte du poids démographique de chaque membre qui dispose d'au moins un siège. Mais aucun membre ne peut en disposer de plus de la moitié. Ils ont pour vocation de développer des actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. Ils contribuent ainsi à améliorer la compétitivité et l'attractivité du territoire dans les domaines comme le développement économique, l'innovation, la recherche, l'enseignement, la culture ou encore le tourisme. Ils constituent des outils souples au service de coopérations innovantes et volontaires. Ils connaissent un nouvel intérêt national dans le cadre de la reconfiguration territoriale. Le pôle métropolitain Caen Normandie Métropole a une histoire un peu particulière puisqu'il est parti du SCOT qui regroupait 10 EPCI autour de l'agglomération Caen-la-Mer. Le pôle métropolitain du Pays de Bresse regroupe 89 communes et 6 EPCI, 6 communautés de communes, y compris la métropole de Brest, Brest Métropole. Le pôle métropolitain, donc Nantes-Saint-Nazaire, comme son nom ne l'indique pas, il est constitué à 80% d'espaces naturels et agricoles, donc forcément avec deux grandes locomotives, Nantes et Saint-Nazaire. Et puis on a surtout créé un pôle ouvert puisque notre objectif à nous c'était d'aborder des sujets qui nous concernaient tous, puisque l'objectif c'était pas de créer une superstructure, c'était plutôt de s'appuyer sur les compétences, y compris les compétences territoriales qui avaient été accordées aux différentes échelles du territoire pour pouvoir être les plus efficaces possibles pour traiter un certain nombre de sujets. Il y a des coopérations un petit peu à géométrie variable qui font que, alors c'est pas forcément le pôle qui est porteur de ça, mais je crois que le pôle crée des habitudes de travail en commun et ça donne envie aussi de coopérer ensemble. Il n'y a pas d'animosité ou politique ou de compétition de territoire à l'intérieur du pôle. Chacun vient avec ses caractéristiques et chacun respecte les autres. C'est plus une instance de coopération qui du coup invite les élus d'un même territoire à se poser des questions ensemble. Il ne faut surtout pas le voir comme une nouvelle instance qui va prendre des compétences, qui va... Déjà, on se connaît mieux et on se respecte mieux quand on se rencontre. Et c'est important, c'est d'abord une instance de dialogue et le pôle sert d'abord à ça. L'agglo, future communauté urbaine demain, là, au 1er janvier 2017, n'a pas la majorité dans le bureau. On est même loin de la majorité. Et c'est un risque, alors c'est un risque à prendre. En fait, en réalité, c'est pas un risque. C'est-à-dire que quand le projet est bon, quand on arrive à fédérer les gens, voilà, les questions se posent pas. Aucune concurrence. On regarde clairement ce que font les voisins et amis. On essaie de prendre les bonnes idées là où elles sont à prendre. On essaie d'équilibrer les choses. Bien sûr que l'on se mesure aussi, on essaie de ne pas déstabiliser le territoire. Ça ne profiterait à personne. Alors on a des instances un petit peu politiques, officielles, le comité syndical, un bureau. Donc on a séparé le fonctionnement socle et le fonctionnement réseau. C'est-à-dire que l'ensemble de tout est regroupé qu'à l'occasion de deux événements, au moment du budget bien évidemment, et puis pour faire un bilan un peu annuel des actions qu'on a faites. On a des instances vraiment très stratégiques d'élus. On a une charte d'engagement avec une conférence des exécutifs pour le réseau où viennent les maires des grandes villes. C'est une équipe très légère, une structure de 4 équivalent temps plein, il y a un directeur, 2 chargés de mission et une assistante administrative. Donc à l'échelle de 850 000 habitants, je crois que le budget de fonctionnement, c'est moins de 800 000 € par an. Donc c'est moins d'1 euro par habitant. Nous avons un pôle essentiel qui est la métropole, avec des moyens conséquents, qui ne sont pas du tout identiques ou comparables aux moyens des intercommunalités. Il faut bien voir que le pôle métropolitain ne décidera jamais de prendre telle ou telle compétence. Ça reviendra à chaque fois sur des délibérations concomitantes des conseils communautaires qui, eux, valideront le programme d'action qui a été envisagé en commun. Donc c'est des actions très concrètes
pour lesquels le pôle n'est pas compétent, mais pour lesquels le pôle peut aider à sa mise en place. Donc ça, on va mettre autour de la table le département, bien sûr, qui est compétent. On va mettre aussi les intercos concernés. Et puis le pôle, avec une forme peut-être de labellisation d'aire métropolitaine, peut-être pourra apporter une sorte de financement complémentaire ou des choses comme ça, quoi. La volonté première, c'est de mettre du lien, tout le temps, du consensus, tout le temps. La totalité des délibérations sont prises à l'unanimité. La volonté de faire progresser le territoire est dans toutes les têtes. Les élus ont des problématiques, la santé, les circuits courts, les transports, aussi le tourisme, carte essentielle de notre territoire, donc le pôle métropolitain s'en est emparé aussi et nous avons réussi à créer collectivement sur l'ensemble des 89 communes un GIP, Brest Terres Océanes. Sur des actions peut-être un peu plus concrètes, là, de mise en valeur de sites un peu emblématiques au niveau d'une action qu'on a appelée Eau et Paysage, qui consiste à recenser un site par interco qu'on va mettre en valeur, qu'on va reconnaître un peu d'intérêt métropolitain et sur lesquels on va essayer de mettre en place une signalétique commune pour essayer de créer un petit peu ce territoire-là, quoi. Déjà dans le choix de tous ces bureaux d'études, tous ces prestataires, chaque intercommunalité était très impliquée dans le choix. Et donc ensuite, on a aussi des implications financières avec une partie prise en charge par le pôle et une partie prise en charge par l'interco qui porte le projet, voire en complément par la commune qui reçoit le projet en question. L'accès au numérique a été, il y a 5 ans, une des priorités. C'est la métropole brestoise qui a la compétence numérique, mais dans le pôle métropolitain, la volonté était de dire, puisqu'on a la compétence, on a les services, on a les agents, on a les métiers, donc nous allons travailler avec vous pour traduire vos souhaits de pouvoir équiper tel ou tel secteur de fibre optique, en tous les cas l'arrivée du très haut débit. La santé, parce qu'il y avait les GHT, les groupements hospitaliers qui devaient se monter, enfin, on sentait bien que ça bougeait, mais l'accès aux soins de premier recours aussi, la permanence des soins, ça c'est un truc qui est vraiment important. Puis enfin, la dernière thématique, c'est celle des centres-villes reconstruits, donc c'est dire à quel point quand même, je pense que c'est ça qui a été le ferment de la réussite du pôle, enfin en tout cas de cette envie d'y aller vite. Nous n'avons pas d'autoroute en Bretagne, nous avons 2 nationales importantes, Nord-Bretagne et Sud-Bretagne. La RN12 notamment, c'est celle dont j'ai à l'esprit la traduction sur l'aspect numérique. Et effectivement, là concrètement, nous avons de grands groupes qui s'installent le long de cette voie express, de cette nationale, parce que les infrastructures sont là, sont prêtes, et qu'elles peuvent commencer à travailler dans des conditions optimales, sans avoir attendu forcément la région. Notre compétence à nous, c'est celle qu'on se donne et c'est celle que les élus donnent au pôle métropolitain. Donc ça nous donne une immense liberté, parce que pour le coup, on est libre d'aborder tous les sujets. Parce que je prends la question de la santé parce que c'est un peu emblématique, parce que toujours on vous dit « Ah ben la santé, c'est pas une mission du département, la santé, c'est l'État ». Là, nous, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. On ne court pas après l'affichage ou la communication de ça, on court d'abord à l'efficacité de répondre à une demande de nos habitants, que ce soit fait par le pôle, par le département, par l'agglo, à la limite, peu importe, quoi. Mais si le pôle, à un moment ou un autre, peut aider en tant qu'instance qui regroupe toutes les intercos concernés par une même problématique à aboutir, à trouver des solutions, tant mieux, quoi. C'est une structure légère qui, de toute façon, est très souple, qui ne prendra pas de compétences, mais qui permettra de faire émerger des solutions à des problématiques posées, quoi. Le pôle donc, permet aussi d'avoir un apport en prestataires et en bureaux d'études, notamment sur les petites intercos un peu plus rurales que, par exemple sur mon territoire, à des bureaux d'études, des prestataires qui vont apporter leur savoir-faire en termes d'aménagement de sites remarquables, des prestataires auxquels on n'aurait sans doute probablement jamais eu accès, quoi. Quand je parlais des territoires ruraux, très clairement, ils y ont trouvé leur compte. C'est-à-dire, ils accèdent à de l'ingénierie, ils accèdent à du dialogue avec des élus avec lesquels ils n'avaient pas forcément un accès aussi simple que ça. Ils accèdent aussi à des compétences de territoire à côté qu'ils n'avaient pas. L'ARS a pris le pôle métropolitain comme interlocuteur pour les groupements hospitaliers de territoire. Très honnêtement, il n'y aurait pas eu le pôle métropolitain, ça ne serait pas passé comme ça. Je pense que l'expérience qui est la nôtre est une bonne expérience. On mesure avec quelques années de recul que c'est une bonne chose, c'est un bon choix. On voit que les élus ont des problématiques, ont des souhaits et que le pôle métropolitain y répond. C'est l'effet positif collatéral qu'on n'avait pas imaginé. On se connaît, on connaît les territoires des autres. Du coup, ça ouvre beaucoup les horizons sur l'affirmation de nos points de vue politiques, quoi. Notre compétence à nous, c'est l'expression unique.
sur des sujets qui ne concernent pas forcément tout le monde. Si on parle de la pêche côtière, ça va concerner que les EPCI qui sont côtiers. Mais c'est le pôle métropolitain qui va y aller, et peut-être bien que j'aurai quelqu'un qui sera d'un territoire plus rural, qui représentera le pôle à un moment pour défendre la pêche sur des EPCI qui ne sont pas le sien. Même à la limite, on essaie surtout de faire ça. On essaie surtout de faire ça. C'est-à-dire que ça a d'autant plus de force que ce n'est pas la personne issue du territoire qui défend le sujet.